Donc aujourd'hui, une petite capsule bien fun sur les barrières reproductives. Donc en biologie, le concept d'espèce, ça se distingue par la capacité de deux individus ou l'incapacité de deux individus à se reproduire entre eux. L'incapacité peut être due à plusieurs facteurs, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc les barrières reproductives sont en fait, comme je viens de le dire, des facteurs qui empêchent deux individus d'espèces différentes de donner naissance à une descendance viable et féconde. Une bonne analogie de la possibilité de reproduction, c'est l'image qu'on a ici, donc une clé puis une serrure. Je vous laisse deviner lequel des deux c'est le mâle, même si la réponse pourrait vous étonner selon les espèces. C'est parfois facile de comprendre pourquoi est-ce que deux individus pourraient ou ne pourraient pas se reproduire entre eux. Donc, par exemple, si on prend ici un éléphant et un pommier, donc oui, c'est deux espèces, mais ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Puis à la fin de la capsule, on va être capable de mettre des mots sur les concepts de pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas. Puis ça peut aussi être vraiment plus subtil si on prend par exemple des individus qui se ressemblent beaucoup, comme ces salamandres-là. Puis qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Donc ici, je sais s'il y a des pros des salamandres, je sais qu'il y en a là-dedans qui peuvent se reproduire, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas se reproduire. Puis ce phénomène-là, ça va peut-être faire partie de notre capsule. Donc les barrières reproductives se divisent en deux catégories parce qu'en biologie, on adore se faire des catégories. On a les barrières prézygotiques. Donc c'est des barrières qui se retrouvent avant la formation d'un zygote, d'où pré-zygotique. Puis on a les barrières post-zygotiques, qui, vous l'aurez deviné, se retrouvent après la formation d'un zygote. Donc pour les barrières pré-zygotiques, c'est des mécanismes qui se retrouvent généralement dans le temps, dans l'espace, puis en termes de forme, alors que post-zygotique, c'est plus au niveau du développement des individus hybrides et ou de la capacité de ces individus-là à se reproduire à leur tour. Donc on divise les barrières prézygotiques en 5 catégories. On a premièrement l'isolement écologique qui peut être défini par une différence dans les niches écologiques, donc dans l'habitat. Ces différences-là n'ont pas besoin d'être considérablement majeures, comme par exemple si on prend des serpents aquatiques et des serpents terrestres, donc évidemment ils ne se rencontrent jamais ou presque, fait qu'ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Mais ça peut être une des niches écologiques ou des habitats différents, même si on prend deux espèces par exemple, terrestres, donc le campagnol des champs versus celui des roches. Ils ne se reproduisent pas entre eux. Ensuite de ça, la deuxième barrière, c'est l'isolement temporel. Puis ça, c'est lorsque deux individus se reproduisent, deux espèces se reproduisent à des saisons différentes. On a par exemple l'image ici de la moufette tachetée orientale qui se reproduit à la fin de l'hiver, alors que la moufette tachetée occidentale se reproduit à la fin de l'été. Donc, comme ils se reproduisent pas en même temps, ils peuvent évidemment pas se reproduire ensemble. Puis on a d'autres exemples de ça, temporels, qui sont plus vus généralement chez les plantes. C'est des plantes, par exemple, qui se reproduisent à des conditions spécifiques qui diffèrent. Donc, si certaines plantes se reproduisent à des températures X ou à des niveaux d'ensoleillement X et que ça ne convient pas ensemble, donc évidemment, ces plantes-là ne peuvent pas se reproduire entre eux. Encore une fois, pour les barrières prézygotiques, on a l'isolement éthologique. Donc, ça, c'est une différence au niveau des comportements. On a ici l'exemple des parades nuptiales. C'est des espèces de danses que généralement les mâles doivent faire pour convaincre les femelles de se reproduire avec eux. Ces danses-là peuvent avoir plusieurs formes chez plusieurs espèces. Donc, chez les oiseaux, c'est souvent des mouvements de tête de gauche à droite ou des sauts en hauteur. Puis, en fait, les meilleurs danseurs ou les meilleurs sauteurs, c'est ceux qui vont avoir convaincu les femelles de se reproduire entre eux. Fait que vous pouvez imaginer ici que si un oiseau d'une autre espèce vient faire une espèce de danse puis qu'il ne partage pas la même parade nuptiale, ça va être impossible pour lui de convaincre une femelle de se reproduire avec lui. Donc, un isolement éthologique entre deux espèces. Ensuite de ça, on a l'isolement mécanique, qui est, l'image ici est assez frappante. C'est une incompatibilité des organes reproducteurs. C'est ça. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement à la différence de taille entre les individus parce qu'il existe beaucoup d'exemples d'espèces dans la nature où est-ce qu'un des deux partenaires, soit mâle ou femelle, est considérablement plus grand ou petit que l'autre. Puis dans beaucoup de cas, il peut quand même avoir reproduction entre ces deux individus-là. Donc c'est vraiment important de mettre l'emphase pour l'isolement mécanique sur l'incompatibilité des organes reproducteurs.
et pas la taille des individus. Ensuite, on a l'isolement gamétique. Donc ça, c'est une incompatibilité entre les deux gamètes à se reproduire entre eux. Puis ça, c'est souvent dû à des mécanismes des femelles qui peuvent être soit mécaniques ou biochimiques. Par exemple, le pH interne des voies de reproduction d'une femelle peuvent rendre la tâche difficile à beaucoup de spermatozoïdes à se rendre jusqu'à l'ovule. Ce genre d'affaires-là. Pour les barrières post-zygotiques, donc ça, je me répète, c'est une barrière qu'on retrouve après la formation d'un zygote. Donc, on a premièrement la viabilité réduite des hybrides. Donc, ça, c'est lorsque des espèces parentes ou vraiment différentes tentent de se reproduire entre eux, puis que la formation du zygote ne mène pas à un individu viable. Donc, un individu qui va être capable de venir au monde, marcher, manger, se nourrir, tous les phénomènes que les individus viables de cette espèce-là font. Puis, finalement, je vais terminer avec cet exemple-là, ici en image, avec le cheval et l'âne, parce que ça fait un bon retour sur tout ce qu'on vient de voir. Donc, j'insiste ici. Même dans la mesure où deux espèces qui partagent la même niche écologique, donc si on évite l'isolement écologique qu'on a vu, qui partagent la même période de reproduction, donc l'isolement temporel, les mêmes comportements, donc pas de parade nuptiale différente ou rien, l'isolement éthologique, pas de ça, qui sont mécaniquement assez semblables pour copuler, donc l'isolement mécanique, qui ont des gamètes compatibles, donc l'isolement gamétique, et qui arrivent à donner naissance à un enfant viable, donc on arrive ici dans post-zygotique, qui survit jusqu'à maturité, qui ne se fait pas avoir par des prédateurs ou rien, il arrive qu'il ne soit pas fertile, donc qu'il soit incapable de former des gamètes viables pour donner naissance à des petits et former une population qui fera éventuellement une nouvelle espèce ou quelque chose. Fait que, malgré tout, il y a quand même des barrières ici qu'on a identifiées comme étant des fécondités réduites des hybrides. Donc, où est-ce que les hybrides ne sont pas capables de, à leur tour, faire des petits. Sinon, il y a des exemples d'hybrides qui arrivent à former une descendance viable et fertile, comme l'exemple du riz commun dans le Campbell, mais dès la prochaine génération, leur progéniture est frêle et stérile. Donc, je pense que ça fait le tour. Il va y avoir d'autres capsules qui vont entourer davantage le sujet de l'évolution et des espèces.